Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Culture. Tout de suite le sommaire. Depuis le 19 septembre, le musée d'archéologie nationale accueille l'exposition d'Alésia à Rome. L'installation retrace l'aventure archéologique de Napoléon III au programme maquettes, peintures, sculptures ou encore tablettes interactives. Et comme chaque année, la commanderie fait nuit blanche pour cette nouvelle édition. De nombreuses animations sont prévues, expositions vidéo, œuvres interactives, acro-danse. Le directeur artistique Frédéric Sellet nous présentera son spectacle. Et puis le festival de BD revient au château de Buc les 10 et 11 octobre. Pour cette 27e édition, dédicace, rencontre avec les auteurs et expositions vous attendent. Anissa Tamini-Descartes nous parlera de l'événement. Et je vous le disais tout à l'heure, depuis le 19 septembre, l'exposition d'Alésia à Rome s'est installée au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Un parcours qui retrace les prémices de l'archéologie sous Napoléon III. Un reportage d'Astrid Bergère et Marie Pantra. L'exposition présente les débuts de l'archéologie sous Napoléon III. Passionné, il a financé des fouilles en France, en Méditerranée, en Afrique du Nord, mais aussi en Italie entre 1861 et 1870. Son but était notamment d'écrire un livre sur Jules César. Ces fouilles vont permettre à Napoléon III de recueillir un certain nombre de données et un certain nombre de matériel archéologique qui vont lui permettre de documenter donc, la figure de ce général romain et de mieux documenter donc, son ouvrage. Des maquettes, des peintures, sculptures, moulages et tablettes interactives sont présents dans l'exposition. Tout cela permet de mieux connaître une autre personnalité de Napoléon III. Mais l'objet central de l'exposition, c'est la photographie. La photographie va devenir l'auxiliaire de l'archéologie. Elle va ainsi apporter la preuve du réel. Jusqu'à présent, les fouilleurs faisaient des dessins, mais le dessin pouvait être interprété. Dresser des cartes, mais ces cartes pouvaient être mauvaises, tout simplement. Là, pour la première fois, la photo va apporter la preuve des dires, la preuve des déclarations. Donc elle devient vraiment dominante. Vous avez jusqu'au 3 janvier pour venir découvrir ces œuvres exposées au musée d'archéologie nationale. Et comme chaque année, la Nuit Blanche revient à la commanderie. De nombreux rendez-vous sont prévus pour l'occasion. Et parmi les propositions artistiques, la compagnie Le Grand Jeté donnera 2 représentations de son spectacle Réplique, créé en avril 2019, de l'acro-danse sur le thème de l'interprétation des gestes à travers la réplique. Frédéric Sellet, directeur artistique de la compagnie, nous présente le spectacle. Moi, j'ai vraiment envie que ce spectacle porte une notion d'espoir et une notion de joie de vivre et de joie de vivre en commun, en fait, de façon collective. Et qu'on ne peut pas avancer sans l'autre. On est obligé d'avancer avec l'autre. On a une scénographie qui est vraiment particulière. Il y a des rails qui sont posés au sol, qui font 8 mètres de diamètre. Et il y a 2 cubes motorisés sur ces rails. Et ces cubes, en fait, les danseurs vont tourner tout le temps, quasiment, durant le long du spectacle. Et puis, vont essayer de trouver leur équilibre, le jeu avec l'autre. Et puis ensuite, le déséquilibre pour que... il y a une question, en fait, qui domine dans ce spectacle, c'est si je tombe, est-ce que tu es là pour moi ? Forcément, ça commence assez lentement, puis avec le jeu, avec l'interprétation, ça va de plus en plus vite. Donc du coup, le danger, le risque est de plus en plus grand. C'est quelque chose aussi qu'on partage avec le public, puisqu'à un moment donné dans le spectacle, ils vont être au milieu du public. Alors, avec les règles sanitaires actuelles, sans toucher le public, mais en tout cas, il est pris à partie, il est pris dans le jeu pour aller un peu plus loin et dans leur relation et dans la question de l'interactivité. Les représentations auront lieu dans la cour de la commanderie à 21h et 22h30. Et d'autres rendez-vous vous attendent pour cette nuit blanche à la commanderie le samedi 3 octobre de 20h à minuit, notamment une exposition vidéo Donnez-moi une minute de Doria Bélanger, dansée au bâtiment des gardes. Il y aura aussi Babel installé à la chapelle, une sculpture éphémère. Il y aura également une œuvre interactive qui sera visible dans la cour, une projection qui renvoie à l'imaginaire. Et puis la composition stellaire Les enfants des étoiles sera à découvrir dans le grand atelier.
Le festival de Buc revient les 10 et 11 octobre de 10h à 18h. Près de 25 auteurs sont à rencontrer sur place. Objectif de cette 27e édition, rendre cet art accessible à tous. Anissa Tamini Descartes, directrice des affaires culturelles de la ville, nous parle de l'événement. On a travaillé beaucoup avec les enfants malades, les handicapés, les prisonniers, les adolescents en décrochage. L'idée, c'est d'utiliser en fait ce festival et la bande dessinée comme un outil, et c'est un outil redoutable, pour essayer de conquérir ou d'aller vers des publics en tout cas qui n'ont pas accès à la culture. On va retrouver l'équivalent de 25 auteurs qui ont répondu présent, donc qui seront là. Des marchands donc, qui amènent toute une panoplie de BD et de goodies et tout ce qui est en lien avec la BD. Notre libraire officiel qui sera là. Alors des animations à un caricaturiste, des expositions. Beaucoup d'auteurs ne viendront pas, notamment ceux qui viennent de l'étranger, parce que les auteurs viennent du monde entier. Donc, on en a beaucoup qui ne vont pas pouvoir venir, non pas faute de ne pas vouloir venir, mais ils ne pourront pas à cause de la fermeture des frontières. Et donc, en fait, on revient presque au basique, c'est-à-dire que ça va être un festival franco-belge. En 2009, si mes souvenirs sont bons, le festival a été transféré au Château de Buc, qui est un site qui représente un peu l'histoire de Buc par rapport à Louis XIV. Et donc l'idée, c'était de faire venir les gens et de leur raconter aussi l'histoire du lieu. La 16e édition de Parcours d'artistes aura lieu les 3, 4, 10 et 11 octobre. L'événement annuel est organisé par l'association Hélium. Le public pourra découvrir gratuitement les artistes de la vallée de Chevreuse les samedis et dimanches de 11h à 19h. Pour en parler sur ce plateau, Célia Gatsongo, bonsoir. Bonsoir. La carte du parcours, elle est assez vaste cette année ? Oui, elle compte 59 lieux d'exposition répartis sur 32 villes et villages de la vallée de Chevreuse, en Yvelines et aussi en Essonne. En tout, il y aura 92 artistes, dont 80 sont membres de l'association Hélium. Donc c'est une association créée en 2004 qui promeut l'art dans cette vallée. Alors ce sera difficile de voir tous les artistes, donc c'est à chacun de choisir son itinéraire. Mais certains lieux sont assez proches les uns des autres, ce qui permet une visite à pied ou à vélo. Et c'est surtout important de maintenir l'événement cette année ? Particulièrement cette année, oui, parce que la crise sanitaire a fortement touché la culture et c'était donc essentiel pour la présidente de l'association de soutenir les artistes. Le parcours pour la majorité des artistes d'Hélium, c'est la première fois qu'ils vont exposer depuis le confinement, en fait. Donc, c'est vrai que les artistes sont quand même, d'une manière générale, assez précarisés. Donc, forcément, là, avec la crise du Covid, pour certains, c'est assez difficile. Effectivement, là, c'est très, très important pour beaucoup d'artistes. Et on compte sur le public, puisqu'on compte sur la solidarité du public, en fait, de venir les voir et de venir les soutenir. Célia, il y aura tout type d'artistes présents ? Des peintres, des sculpteurs, des graveurs, des photographes et j'en passe. Tous les arts seront représentés. Alors, on s'est rendu à Naufle-le-Château dans l'atelier d'Agnès Heitskans qui peint beaucoup d'abstraits avec peu de couleurs. Elle espère, lors de ce parcours d'artistes, renouer avec le public. Et l'année dernière, elle a quand même reçu plus de 200 visiteurs pendant ces 2 week-ends. J'ai besoin du regard sur mon travail. On est tellement solitaire dans ce qu'on fait, on y met tellement toute son énergie, toute son âme, j'ai envie de dire, que rester complètement seul, c'est une frustration aussi. Le travail d'un peintre est fait quand même pour être montré, pour être vu. Et Célia, vous êtes allée aussi dans un autre atelier à Saint-Germain-de-Lagrange ? Chez Laurence de Saint-Martin, qui est sculptrice et graveur. Elle a rejoint l'association en janvier 2020. Pour moi, c'était vraiment important d'intégrer cette association, qui a à peu près une centaine d'artistes, parce qu'on a besoin de sortir de son atelier, on a besoin de rencontrer d'autres artistes, on a besoin d'être parfois encadré et de faire de belles rencontres pour pouvoir exposer avec d'autres personnes.
Laurence de Saint-Martin allie des sentiments avec des idées sur des gravures. Ce sont des travaux très originaux où le public a forcément un avis sur ses œuvres. J'ai envie de discuter de ça, et on peut avoir plusieurs avis. J'ai envie aussi de susciter une émotion. C'est important. Donc rencontrer... On n'a pas d'œuvre sans public, en fait. Je trouve qu'elle trouve son éclat et sa raison d'être parce qu'elle est regardée. Et mon seul regard ne suffit pas. Je suis jugée partie. Cette année, en complément des visites, des animations et des lectures seront proposées. Vous pouvez retrouver le programme complet sur helium-artiste.com. Merci Célia de nous avoir présenté l'événement. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau 7-8 Culture. Avec plaisir. Après des mois d'arrêt dû au confinement, le cabaret du Bout des Prés à Cernay-la-Ville a rouvert ses portes le 26 septembre avec un nouveau spectacle, Cabaret 4 saisons, la revue musicale. Présentation de cette comédie musicale par le responsable Tony Bastion au micro d'Astrid Bergère. Le cabaret là rouvre le 26 septembre. Enfin, après le confinement, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Il y a encore une semaine, je me sentais un peu lourd. Et là, depuis la reprise des répétitions, je me sens bien physiquement. Et surtout très heureux de reprendre parce qu'on était un peu comme des enfants devant un sapin de Noël sans pouvoir ouvrir les cadeaux. Voilà. Et donc là, vous ouvrez avec un spectacle, une comédie musicale. Alors c'est une comédie musicale qui nous fait chanter, qui nous donne un petit peu envie de danser. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Qui est Mario ? Quelle est l'histoire ? Alors je joue le rôle de Mario, qui est le propriétaire d'une pizzeria. Et en fait, Mario est une fleur bleue et qui tombe amoureux de la danseuse du cabaret du Bout des Prés, qui est juste à côté de sa pizzeria. Et forcément, il a promis d'offrir la pizza 4 saisons à celle qu'il aime. Voilà, donc il se peut que la carte soit garnie s'il arrive à séduire cette fameuse Lali. Voilà. Et les chants, les musiques qu'on peut entendre ? Alors, ça se passe dans les années 60, donc forcément le thème et les thèmes musicaux sont beaucoup de titres des années 60. Et aussi quelques compositions qu'on a voulu intégrer pour pouvoir aussi donner au public des nouveautés pour l'oreille, voilà, pour la feuille. C'était bien. Et l'intégralité de l'émission Si on sortait, présentée par Astrid Bergère, est à retrouver sur le site tv78.fr. Michael Gregorio sera de passage dans les Yvelines la semaine prochaine. L'humoriste se produira à la ferme du Manet le samedi 9 octobre. On regarde un extrait de son dernier spectacle, J'ai 10 ans. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher les soissons sont 5, encore un lapin. Lol. C'est la fin de ce numéro du 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et de nouvelles sorties culturelles. Bonne soirée à tous sur TV78.